Bon mercredi tout le monde, bienvenue dans Toute liberté avec Joey Aubé. Cette semaine, avec Jacinthe Ève, on parle de drogue. Ouais, en fait, de décriminalisation de drogue, pas nécessairement au Québec, mais à Toronto, puis ça touche même la Colombie-Britannique, du moins à l'inverse. Écoutez, c'est ça, c'est la veuve de Jack Layton, Madame Olivia Chow, qu'après à vouloir taxer la pluie, ben, elle veut décriminaliser toutes les drogues. Écoute, on en parle, il y a des arguments pour, il y a des arguments contre. Doug Ford est embarqué là-dedans. C'est peut-être nos voisins à qui ça se passe, mais on pourrait être les prochains. Fait que c'est bien intéressant d'en parler. Fait qu'on en parle ce matin dans En toute liberté. Salut Jacinthe. Salut Joey. Yes. Bon, Alors, en j'espère à tout le monde, je m'excuse pour le son qui n'a jamais été super, qui n'a jamais été optimal dans nos dernières rencontres, mais là, j'essaye quelque chose, vous me direz ce que vous en pensez. Ouais, ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, pour faire un petit apartheid technique, c'était vraiment les écouteurs à fil de Jacinthe qui créaient ce problème de distorsion-là. Puis on a essayé souvent. Au début, on n'était pas trop certains. On changeait d'ordi, on faisait ci, on faisait ça. Puis ça a comme toujours persisté un peu. Mais là, on pense qu'on a trouvé la solution. Ça aurait été long, mais on s'essaye aujourd'hui. Vous nous donnerez votre feedback en commentaire. Ouais, avant de commencer le sujet, Jacinthe, autant que j'en ai parlé un peu avant d'enregistrer, mais il faut que je te le dise, good job à Ratcan. Ben, pour vous, pour les auditeurs, ça va être avant hier, mais pour moi, c'était hier sur le panel avec M. Letourneau. C'est ça que semble-t-il que le système privé en santé, c'est de la chenoute. Puis en tout cas, pour ceux qui ont vu le segment, vous irez le voir, le segment de lundi à Radio-Canada. Tu as tenu ton bout par rapport à la nomination de Mme Biron sur le système de santé, sur la Santé Québec, finalement. Là. Parce que là, en tout cas, pour ceux qui sont abonnés Patreon, je vais faire un bulletin de nouvelles là-dessus que je suis en train de monter. Fait que pour ça, il va déjà être sorti. Vous irez l'écouter pour voir un peu ce qui s'est dit. Mais c'est. Écoute, de plus en plus, tu tiens ton bout, puis il faut le dire parce qu'ils ne sont pas bien à Ratcan qu'ils le font. Mais merci beaucoup pour les bons commentaires, ça fait toujours du bien de se faire valider là, dans nos positions. Quand on nage à contre-courant, à un moment donné, on s'essouffle, on se demande si on continue de nager. Donc, merci. Puis pour revenir à notre sujet du jour, ben, c'est parce Oui, que ça peut prendre différentes directions, là, mais bon, tu sors l'article de Doug Ford qui veut absolument pas que Toronto décriminalise les drogues. ouais, article de Euh, Radio-Canada. Mm. ouais. Et puis, dans le fond, c'est parce que la ville de Toronto a demandé en 2022 à Santé Canada de décriminaliser la possession de toutes les drogues qui existent pour finalement suivre le modèle de la Colombie-Britannique. C'est pour ça qu'on va aussi parler de la Colombie-Britannique pour comprendre un peu qu'est-ce qui se passe en Colombie-Britannique, c'est quoi la différence avec la demande qui a été faite par la ville de Toronto. Puis en même temps, tout ça, aujourd'hui, encore dans Radio-Canada, sur le site de Radio-Canada, il y a un article qui est sorti aussi sur le même sujet, c'est que Ottawa, à la Chambre des communes en ce moment, Ottawa étudie la demande de révision de la décriminalisation des drogues en Colombie-Britannique. Donc, bref, on parle de drogue, Colombie-Britannique, Toronto. On va essayer de démêler tout ça. En ce Ben, moment, à la Chambre. grand bassin de population, donc c'est sûr et Oui, certain que ça vient avec. Hein. oui. Ben, fait qu'on on va commencer par la Colombie-Britannique, même si on a commencé avec l'article Ouais. sur Doug Ford qui s'y oppose là, pour Toronto. Dans le fond, c'est que on en a même parlé, toi et moi, ensemble, dans un podcast. Peut-être que c'était avec Yann que j'en avais parlé. Mais le 31 janvier 2023, donc il y a un peu plus qu'un an maintenant, Santé Canada a autorisé la Colombie-Britannique à décriminaliser la possession de 2,5 grammes de toutes les drogues opioïdes. Donc, l'héroïne, la morphine, le fentanyl, la cocaïne, les méthamphétamines, l'ecstasy. Donc, toutes Toutes ces les drogues-là. in. Ouais. C'est Donc, la possession de 2,5 grammes pour tous les individus de 18 ans et plus a été décriminalisée. Santé Canada a autorisé la Colombie-Britannique à décriminaliser pour une période de 3 ans. Donc, on a fait un projet pilote en autorisant cette possession-là. Rapidement, après quelques mois seulement en 2023, il y a des villes qui ont interpellé le gouvernement de la Colombie-Britannique en disant on aimerait que les règles soient resserrées. Ça ne va pas du tout. Faudrait enlever parce qu'il y a certains.
il y a certaines zones où la décriminalisation ne s'applique pas. Par exemple, dans les OK. aéroports, sur les Ah, bateaux ou sur les navires ou les hélicoptères de la garde côtière canadienne, dans les aéroports. Donc, il y a des endroits où c'est pas décriminalisé. Mais il y a des villes, rapidement, là, après le 31 janvier 2023, suite à la décriminalisation, qui ont interpellé le gouvernement de la Colombie-Britannique pour dire il faudrait aussi ajouter des zones où la décriminalisation n'est pas effective. Par exemple, les parcs, les terrains sportifs, là où les gens s'entraînent, là où il y a beaucoup de familles, où il y a beaucoup de jeunes. les petits boisés urbains, il me semble que je les rajouterais aussi. Ouais. Les plages, les parcs, les terrains de jeu, les arrêts d'autobus aussi, parce qu'il peut y Ah, ben avoir des oui. mineurs aux arrêts d'autobus. Donc, le 18 septembre, finalement, la Colombie-Britannique a resserré les règles pour s'assurer là, que, à moins de 15 mètres des parcs et des terrains sportifs, ce ne soit pas décriminalisé la possession de drogue. En octobre, ça c'est arrivé en septembre 2023. En octobre, il y a des villes qui voulaient aller encore plus loin, resserrer encore plus les règles parce que là, on était devant le fait accompli et on réalisait l'ampleur des dégâts que ça pouvait faire. Mais les demandes pour limiter encore plus ou pour resserrer encore plus, encadrer davantage, ont été bloquées par les tribunaux. Donc, Hey, mais excuse-moi de t'interrompre, Jacinthe, mais oui, ça doit en prendre du monde pour faire appliquer ces lois-là, là. ben oui, Tu sais, on parle de différentes sur la majorité du territoire, là, tu sais, ça rappelle quasiment les zones de code, les zones de couleur durant la pandémie, là. Ah là, tu peux-tu aller là? Oui, mais après tel nombre de mètres, puis 2 personnes, puis d'un restaurant, puis ouais, ça commence à être mêlant, là. ouais. Et comme c'est une autorisation qui a été donnée par Santé Canada, puis que les villes interpellent le gouvernement de la Colombie-Britannique, mais qu'il y a Santé Canada d'impliqué, il y a les forces policières qui essaient d'influencer aussi, puis qui font certains constats, mais les forces policières de Victoria ne pensent pas la même chose que les forces policières de Langley, de Vancouver. Bref, le chaos est pogné là-dedans. Puis les tribunaux ont bloqué certaines demandes de la Colombie-Britannique à l'automne dernier. Donc là, il y a des constats qui sont faits de problématiques importantes qui ne sont pas réglées. Donc là, la Colombie-Britannique s'est adressée à Ottawa, à la Chambre des communes. Et aujourd'hui même, à la Chambre des communes, Ottawa est en train de regarder, là, de regarder la demande de révision, de décriminalisation des drogues. Dans le fond, ce qui est demandé par la Colombie-Britannique, c'est on aimerait que finalement tous les espaces publics ne soient pas décriminalisés. Donc, on décriminalise la possession, mais pas dans les espaces publics. Donc, on veut resserrer encore plus les règles. C'est ce que le gouvernement de la Colombie-Britannique demande à Ottawa. Donc, ils sont en train de regarder ça. Parallèlement à ça, parce qu'on est quand même dans un projet pilote regardé d'un peu partout dans le monde sur cette décriminalisation de drogue, eh bien, il y a la ville de Toronto qui avait demandé à Santé Canada, je vous l'ai dit en début, en introduction, en 2022, s'est adressé à Santé Canada. Puis Santé Canada, en ce moment, étudie toujours la demande de la ville de Toronto pour décriminaliser les drogues. Mais la demande qui a été faite par la ville de Toronto diffère un peu de la Colombie-Britannique. Puis c'est ce qu'on a comme information dans l'article que tu as présenté en introduction, là où Doug Ford ne veut absolument pas que Toronto décriminalise les drogues. Dans le fond, les, les, les différences entre Toronto et la Colombie-Britannique sont quand même importantes, même si les demandes sont similaires, là. Par exemple, Toronto propose de décriminaliser la possession de toute drogue illicite pour consommation personnelle, mais ne précise pas la quantité maximale. C'est ça, fait qu'il y a pas de Donc, limite. il n'y aurait pas de limite sur la quantité. Et Ouais. les personnes de moins de 18 ans à Toronto ne seraient pas poursuivies non plus. Donc, à Colombie-Britannique, c'est pour les 18 ans et plus. Là, à Toronto, on ne vise pas que les personnes majeures, on vise l'ensemble de la population. Il n'y a pas de quantité maximale de possession. Donc, la demande est encore plus ouverte. Parce que tout ça, en fait, tu sais, on parle de Colombie-Britannique, là, on est avec la ville de Toronto. Tout ça, cette volonté de vouloir tout décriminaliser, ça vient un peu en tout cas, de la logique, de l'argument politique, ou du moins de l'argument que, justement, c'est en rendant ça, justement, en le décriminalisant toutes les drogues dures, toutes les drogues illégales, que ça va réduire la consommation
et réduire les problèmes d'overdose, sachant que le marché noir va s'effondrer via ça, ça va réduire le nombre de gens qui vont en consommer ou quoi que ce soit, Ouais, et ça va rendre ça plus anodin. ouais. Ben, En tout cas, en tout cas, moi, corrige-moi si je me trompe, mais la date présentement, en Colombie-Britannique, je comprends qu'on parle d'une quantité quand même limitée de consommation, mais à date, ça a l'air d'être un gros échec. Là. Ben, c'est souvent ça. ouais, Peut-être à dire, mon exemple que je donne tout le temps, on vit dans 50 nuances de gris, là, c'est en termes de nuances. Fait que ouais, des politiques all across the board, oui, avec quelques spécifications sur certains endroits, c'est ça. Donc, c'est rare que c'est des solutions miracles à tout, surtout pour ce qui est des drogues, sachant que, autant qu'écoutez, je suis pas un expert là-dedans. La dernière fois que j'ai pris du pot, c'était il y a 10 ans. J'ai pas haï ça, mais je n'étais pas le genre de gars qui dit j'ai besoin de ça pour vivre dans la vie. Je respecte les gens qui en consomment, gars, c'est légal. Vous faites ce que vous voulez avec votre vie. Par contre, beaucoup le disent que justement, la fameuse gateway drug, c'est la porte d'entrée pour essayer du stock plus dur, plus illégal par la suite. Puis, comme je te disais un peu, Jacinthe, avant qu'on entre en onde, c'est qu'il y a beaucoup de gens que, oui, sont des consommateurs réguliers de différents types de drogues, mais qui ont une certaine modération. Mais c'est une des raisons pour qu'on ait des trucs aussi avec l'alcool et qu'éduque alcool, c'est que justement, pas tous les êtres humains ont une capacité d'esprit et de modération. La plupart peuvent s'en aller ouais, vers un genre de puits sans fond. Fait que c'est pour ça que c'est tough à gérer. Là. ouais. Ben, tu as raison, l'objectif qui est poursuivi, c'est que la décriminalisation, ce qui est perçu comme croyance ou la croyance qui sous-tend ces initiatives-là, c'est que la décriminalisation est nécessaire pour réduire le nombre de morts liées à l'intoxication aux drogues. Tu sais, moi-même, j'ai étudié en criminologie. On a abordé dans plusieurs cours la légalisation des drogues. À l'époque où j'étudiais, il n'y avait pas, le Ça, pot t'allais n'était pas dire, légal. moi-même, j'ai consommé beaucoup de Non. drogue étant Oh plus non. jeune. Non, et tu sais, moi, je suis vraiment toujours tiraillée dans ces enjeux-là parce que ma formation universitaire m'a Mm, enseigné mm. que les enjeux relatifs aux drogues, c'est des enjeux de santé publique, c'est des enjeux de santé mentale, et ça devrait pas être criminalisé parce que on soigne pas ces gens-là ou on les réhabilite pas en les mettant en prison. Ben, Donc, c'est ça, parce que euh, souvent, c'est pour régler, tu sais, souvent, c'est relié, comme tu le dis, à à ta santé mentale et aussi aux problèmes que tu vis. C'est très ouais, rare que quelqu'un a une vie relativement normale ou qui se passe, oui, des affaires bonnes, des affaires mauvaises, puis du jour au lendemain, il se dit, je vais me piquer à l'héroïne. Non, non, c'est que c'est une cascade d'événements négatifs et de problèmes qui t'amènent là-dedans. Tu sais, c'est pas quelque chose que tu prends du jour au lendemain, puis quelqu'un te présente ça dans une ruelle, puis tu dis, OK. Tu sais, c'est vraiment. Il y a plusieurs prérequis pour que ça tombe là-dedans. Là. oui, ben, c'est souvent une forme médicamentation. C'est souvent une forme d'automédicamentation. Donc, les personnes vivent Autodéni. certains malaises et ils ont besoin d'endormir des souffrances ou ils ont Mm. besoin d'une fuite vers quelque chose C'est ça, et ils vont se escapism, ouais. réfugier dans ces substances-là. Il y a toutes sortes de problématiques de santé mentale dont les symptômes sont atténués par certaines substances. Et il y a des gens qui font des expérimentations et qui se rendent compte que avec telle substance, ben, mes symptômes de choc post-traumatique ou d'abus sexuels ou d'enfance difficile ou de TDA, même de toutes sortes de symptômes qui sont finalement endormis ou minimisés avec la consommation de substances. Donc, oui, il faut adresser les enjeux de santé publique, les enjeux de santé mentale, et c'est pas en prison qu'on règle ça. Donc, ça, c'est ce que ma formation, c'est la théorie, c'est ce que j'ai appris. Mais dans les faits, je suis allée souvent à Vancouver, je suis allée souvent en Colombie-Britannique, et quand on va dans le code postal le plus pauvre du Canada, à Vancouver, c'est une piquerie à ciel ouvert. Ça vient bouleverser toute la théorie que j'ai pu apprendre à l'université. Tu regardes ça, tu dis oui, c'est vrai que ces gens-là n'auraient pas leur place en prison, mais est-ce que de décriminaliser, est-ce que c'est pas aussi d'ouvrir la porte à normaliser ou banaliser? Et moi, c'est ce qui m'interpelle. Puis, entre-temps, moi, j'ai vieilli, j'ai eu des enfants, puis je suis tout à fait consciente, je suis préoccupée par la banalisation, Mm. d'endormir ces souffrances ou de trouver des moyens de fuir la réalité ou de rechercher le plaisir dans des substances qui, au bout du compte, te rendent dépendant, Ben, c'est un peu un affectent. aveu. C'est un peu un aveu d'abandon, tu trouves pas? Parce que, tu sais, Ouais, on a essayé, tu sais, il y a eu tu sais, on se rappelle aux États-Unis, dans les années 80, tu sais, The War on Drugs, puis tu sais,
tout ce que le gouvernement ou l'État a tenté de faire pour limiter la distribution et la consommation de ces drogues-là, finalement, c'est un peu comme la prohibition. Ils n'ont pas été capables, ils sont pognés avec. Fait que tant que là, ils se sont dit, ben, on réglemente, ça sert à fuck all. Ben, on essaie-tu de l'autre bord de Ouais. carrément se tasser puis de plus rien faire, puis de rendre ça banal d'un point de vue légal, puis voir si ça ferait pas l'effet inverse. Ben, sur le coup, tu te dis peut-être que c'est pas fou, mais à un moment donné, comme je te dis, c'est multifactoriel comme dossier. Là. Ben oui, c'est ça. Ben, de toute façon, là, depuis plus qu'un an, la Colombie-Britannique vit avec les conséquences de ça. Les villes euh, sont confrontées à toutes sortes d'enjeux, des gens complètement défoncés, complètement gelés un peu partout dans des lieux publics. Et il y a toutes sortes de substances là-dedans. Tu sais, le fentanyl, Ben oui. tous les mélanges qui sont pas contrôlés non plus. Il y a un homme qui est le frère d'un toxicomane qui est décédé en Colombie-Britannique et son frère est mort d'une overdose et cet homme-là maintenant se bat contre l'État, contre la province de la Colombie-Britannique pour ouvrir son propre magasin de vente de drogue qui ont été testés pour s'assurer qu'ils ne sont pas contaminés, qu'ils n'ont pas été coupés avec des substances qui amplifient les effets ou qui risquent d'amener vers la mort. Donc, lui, parce que c'est ce qu'il prétend aussi, c'est qu'il dit on a décriminalisé, mais en même temps, on n'a pas de mécanisme de vente, on n'a pas de mécanisme de contrôle des substances puis de vente des substances, un peu comme on le fait avec le cannabis au C'est ça, fait Canada, que c'est comme le finalement. c'est encore le marché noir qui gère. Là. C'est ça, c'est encore le marché noir. Donc là, lui, il veut aller encore plus loin, puis il dit, ben, laissez-nous ouvrir des magasins où est-ce que les substances vont être contrôlées, vont être testées. Mais et l'objectif est louable. Son frère est décédé d'une overdose Oui. et lui, il dit, je vais me battre jusqu'à ma mort pour ça. Puis, puis il a fait des tentatives aussi avec un camion mobile de vendre, d'avoir un point de vente mobile pour aller vendre des drogues qui ont été testées puis approuvées comme étant euh, pas coupées avec des substances plus dangereuses. Mais il reste que il dit, je sais qu'à tout moment, on peut m'arrêter, on peut me mettre en prison, je vais aller au tribunal, je vais me battre pour ça. Mais ça pose toute la question d'une fois qu'on a décriminalisé, qu'est-ce qu'on fait avec le reste? Parce que si on admet que c'est un problème de santé publique, de santé mentale et de santé, ben, il faut contrôler les substances, il faut prendre le contrôle de ce marché-là, mais en même temps, ça a l'effet pervers de banaliser. Moi, c'est ce qui m'interpelle au plus haut point, c'est que les enfants qui grandissent là-dedans, les ados qui évoluent là-dedans, euh, euh, quel message on leur envoie au bout du compte? Qu'est-ce qui est Ouais. perçu, qu'est-ce qui est envoyé? Parce que euh, il y a des gens pour qui euh, il y a différentes raisons pourquoi on ne touche pas à la drogue dans notre vie. Là. Il y a la raison de ne pas ressentir ce besoin-là. Il y en a d'autres pour qui, vu que c'est illégal, ils ne vont pas y toucher, ils ne veulent pas se faire prendre, ils ne veulent pas de casier judiciaire, ils ont déjà des ambitions professionnelles importantes dans leur vie, puis ils se disent, moi, je ne veux surtout pas avoir un casier judiciaire, c'est illégal, j'y touche pas. Il y en Absolument. a pour qui la santé, c'est primordial, c'est important pour eux, ils surveillent ce qu'ils mangent, ils surveillent les additifs alimentaires dans leur consommation d'aliments et ils se disent, voyons, je n'irai pas me shooter des affaires dans le corps chimiques quand je mange du bio, puis je fais attention à ce que j'ingère dans mon estomac. Il y a toutes sortes de raisons, mais certaines personnes, il faut quand même admettre que certaines personnes ne vont pas vers ça à cause que c'est illégal, à cause que il y a un casier judiciaire qui peut t'arriver puis modifier complètement le reste de tes Au jours. contraire, ça les attire souvent. Tu sais, ça, c'est un peu humain aussi. Là, tu sais, le fameux l'exemple que je donnais souvent, autant que c'est pas dans le même dossier, mais ça y ressemble un peu. Tu sais, le système éducatif en Scandinavie, je pense que c'est en Suède ou en Norvège, ils ont mis le primaire jusqu'à l'université quasiment dans le même bâtisse. Tu sais, c'est vraiment genre, il n'y a pas de différent. Mettons, il n'y a pas. Oui, des universités, mais tu sais, c'est pas comme école primaire, secondaire. C'est vraiment comme Mhm. toute rassemblée de générations ensemble. Et il n'y a pas de, justement, les ondes sont pas comme interdits au moins de 12 ans, puis de ci. Parce que justement, on a tout eu ça, tu sais, on a tout été au secondaire. Là. Vous savez qu'il y a peut-être une Christie de porte qui mène, qu'il y avait 36 millions de théories dans l'école, qu'on se dit c'est juste le concierge qui a la clé de cette porte-là, puis on sait que c'est pas une garde-robe, ça amène dans le sous-sol, puis il y a des cadavres là. Tu sais. Il y a tout le temps, les jeunes inventent n'importe quoi, mais tu sais,
sachant qu'il y a comme un genre d'interdit, puis il y a un inconnu, on s'invente plein d'affaires, puis ça nous donne le goût de voir ce qu'il y a de l'autre bord. Finalement, ça se peut que ça soit juste un garde-robe aussi qui range ses mops. Mais en le sachant, puis qu'il n'y ait pas de barrière, ben, le système éducatif scandinave s'est rendu compte que les enfants y allaient, il n'y avait rien de spécial, ils revenaient, puis ça les intéressait plus. Ouais. Fait que d'un côté, autant que je comprends l'argument de OK, ils veulent décriminaliser ça pour rendre ça justement moins illicite, moins à la mode. Tu sais, c'est un peu comme la vieille joke, là, tu sais, si tu veux que les jeunes arrêtent d'être sur TikTok, faire rentrer leurs parents sur l'application, ils vont plus l'utiliser. C'est comme ce qui est rendu Facebook. Là. Facebook est plus rendu une plateforme plus pour les plus vieilles générations, puis t'as pas le goût d'être à la même place que tes parents se trouvent, puis qui Ouais. t'écœurent tout le temps. Là. Ah, t'es Ouais. beau, c'est ta photo, puis tout. Fait que, tu sais, il y a un peu ça, mais encore là, vu qu'on parle de drogue, puis justement, il y a le crime organisé là-dedans, il y a le marché noir, il y a le côté addictif derrière tout ça. C'est pas aussi simple. Là. Ouais. C'est de bonne foi, on comprend un peu, je comprends l'argumentaire, mais j'ai l'impression que, parce que tu sais, on en a parlé quelques fois, tu sais, les fameuses cliniques de piquerie à Montréal, puis que, autant je comprends, ils ont créé des cliniques comme ça pour dire, OK, si on ne crée pas des services à la population pour ça, ben ces gens-là qui sont très dans un problème, qui ont beaucoup de problèmes de santé mentale, ils risquent de se piquer de manière non sécuritaire avec des produits vraiment illicites et mélangés avec n'importe quoi, puis ils risquent de se faire plus de mal que de bien. Donc, tant qu'à y piquer, on va les aider pour que ça se fasse de manière la plus sécuritaire possible. Mais c'est une méthode de transition, parce que dans le bout de ligne, tu ne veux plus qu'ils se droguent, mais c'est plus pour limiter les dégâts collatéraux. Mais encore là, j'ai l'impression qu'il manque des étapes, là, un peu. Là. Ben, c'est parce qu'on prend pour acquis. On prend une situation où il y a des personnes toxicomanes qui se gèlent ou qui se droguent dans des conditions dangereuses parce qu'ils le font en cachette, parce qu'ils le font dans des conditions d'hygiène et de salubrité discutables, qui les mettent à risque. Et là, on se dit, bon, on va leur offrir des meilleures conditions, mais j'ai l'impression ou j'ai peur, j'ai la préoccupation qu'on oublie les personnes qui ne sont pas tombées dans ces modes de vie-là et qui sont fragiles ou qui sont vulnérables pour différentes raisons et qui verraient une certaine facilité si on décriminalisait puis qu'on installait des installations. Euh, on le voit là, quand on va en Colombie-Britannique, particulièrement Vancouver, là, c'est une ville qui a complètement été transformée. C'est une superbe ville, pleine de richesses, mais il y a des poches de pauvreté qui sont maintenant encore plus flagrantes parce que les gens se dirigent vers ces endroits-là. Ils savent que c'est maintenant la place où aller quand tu as des problèmes de dépendance et puis que finalement, ben, ça devient difficile à gérer pour les villes. Là, dans sa soumission, là, dans sa demande, la Ville de Toronto est soutenue par le service de police de Toronto. Le service de police de Ah, Toronto dit qu'il préfère aborder l'angle de la drogue via la santé plutôt que via un angle plus légal. que la Donc, justice, ouais. la police de Toronto est d'accord avec cette idée de prendre un angle plus de santé. Sauf que si on prend un angle santé, ben, la Ville de Toronto veut aussi ouvrir plusieurs nouveaux sites de santé et de traitement au moment où on décriminalise. Ils veulent aussi un lieu au centre-ville offrant du soutien social et de santé 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Mais la santé publique de Toronto dit qu'elle n'a pas obtenu le financement encore nécessaire de la province et des partenaires communautaires pour ouvrir ces espaces-là. Donc Puis là, Doc on en Ford a, veut pas, fait qu'ils l'auront pas, le financement. Là. non, mais là, on en arrive aussi à des enjeux de financement. Puis quand on commence à ouvrir ça, on se rend compte que les besoins sont toujours plus grands, plus grands, plus grands. Donc, ça prend plus de centres d'injection supervisée, ça prend plus d'intervenants de rue, ça prend plus de... Et je sais pas, je trouve qu'on s'en va vers Mais il n'y a pas de porte une de sortie, on dirait, spirale. dans la stratégie, parce que justement, le but, est-ce que c'est uniquement que les gens consomment des drogues dites illégales, mais qu'on décriminalise dans le simple but qu'ils les consomment de manière sécuritaire, ou c'est davantage, oui, basé sur la santé, mais également les inciter via, oui, les programmes du communautaire et gouvernemental, mais des inciter à peut-être plus en prendre. Ou Mhm. du moins, garde le pote, mais les drogues dures, c'est out. Là, au moins, je comprends que
euh, une drogue, c'est un peu comme un tuteur pour plusieurs personnes. Il faut que tu le remplaces avec quelque chose d'autre. Sinon, si tu l'enlèves complètement, oublie ça, la personne est finie. Là. C'est plate à dire, mais pour Ouais, plusieurs, c'est ça. Fait que, ouais. il y en a qui le retrouvent dans la religion, il y en a qui le trouvent dans, je sais pas, dans certaines passions qu'ils ont. C'est pour ça que c'est là que le travail des gens du communautaire, puis de psychiatres, psychologues et compagnie, travailleurs sociaux rentre en jeu. Mais là, c'est ça. Parce que faut trouver un moyen, parce que justement, ils ne veulent pas créer une demande énorme, puis que ça augmente, ça augmente, ça augmente, puis on fait juste réouvrir des cliniques, mais parce que là, on encourage le problème, on ne le règle pas. Puis je vous Ouais. dis pas, je dis le régler, je pense pas qu'on va le régler. Là. Par contre, c'est pas un problème qui est réglable selon moi, mais est-ce qu'on pourrait quand même considérablement réduire le problème pour rendre ça d'une manière beaucoup plus stable et beaucoup plus gérable? Je pense que oui, mais ça prend une voie d'échappatoire, puis j'ai l'impression que c'est un peu l'angle mort de ce plan-là. Mhm. Oui, tout à fait. Puis l'augmentation du nombre de morts liées aux intoxications aux opioïdes, c'est un argument fort qui est soutenu par ceux qui préconisent cette approche de réduction des méfaits qu'on appelle. Là. Donc, on Mm. réduit les méfaits. Euh, Juste à Toronto, là, l'intoxication aux opioïdes est passée de 137 décès en 2015 à 504 en 2022. Hi. Euh, Ça pose toute la question, mais moi, je trouve que ça va être intéressant de surveiller ce qui se fait en Colombie-Britannique. On est déjà Mhm. en l'année 2 de ce projet pilote de 3 ans. Moi, je vais m'intéresser davantage aux revendications des différentes villes. J'ai réalisé que chaque ville a ses propres revendications, ses propres problématiques. Il y a des villes qui soutiennent le retour même en arrière. Là. Donc, il y a des villes qui préconisent qu'on Recriminalise. dessert, là, pas qu'on recriminalise, non, non, mais Ah non, l'inverse, qui OK. disent le 31 janvier 2023, quand c'était permis partout, c'est ça qu'il fallait. Il ne fallait pas avoir de. Faut arrêter d'ajouter des zones où c'est pas permis parce qu'on stigmatise encore plus ces gens-là, puis il faut arrêter de les stigmatiser. C'est là où moi, je trouve que la pente est glissante, là, tu sais. Pourquoi faut les déstigmatiser? Oui, humainement parlant, je comprends qu'une personne qui est prise dans un problème de dépendance, on veut la déstigmatiser, puis on veut pas mais en C'est que même temps, en déstigmatisant certaines personnes, on ça normalise ou on normalise. banalise. Moi, Exactement. puis tu sais, c'est tabou de parler de ça, là, particulièrement pour les gens qui ont étudié en criminologie. Je le sais, là, il doit y avoir des criminologues qui m'écoutent et qui font comme encore rien compris à la réduction des méfaits. Je comprends, mais il y a aussi mon bagage de vie, le fait que je sois une mère, le fait que je vois, euh, j'ai travaillé aussi en délinquance juvénile, mais les ados, les jeunes adultes sont aussi influencés par ce qui est cool, ce qui est in, qui semble être C'est inoffensif. illégal, ben Euh, donc, ouais. Puis il y aura toujours oui. des gens qui vont aller vers ce qui est illégal, puis d'autres qui vont être rebutés par ça. Moi, je faisais partie de la classe de jeunes que si c'était illégal, je ne m'approchais pas de ça. Fait que je soutiens qu'il y a des gens qui sont comme moi, là, je ne suis pas unique au monde. Là. Il y a des gens pour qui, dans l'adolescence, puis même une fois rendus adultes, ils se sont dit c'est illégal, je ne touche pas à ça, c'est dangereux pour la santé, je ne veux pas m'embarquer dans tout cet engrenage aussi de dépendance économique, parce qu'il y a ça aussi au bout du compte, là, ça n'entraîne pas juste des enjeux de santé, ça entraîne aussi des enjeux économiques importants pour la personne qui doit financer son mode de vie, son nouveau mode de vie, son mode de consommation. Et pour ça, il faut avoir la capacité de se financer dans notre consommation, mais la consommation permet pas toujours de maintenir ton rythme de vie professionnel à la hauteur d'un certain rendement. Bref, c'est une spirale qui est dangereuse, mais on ne le présente pas nécessairement comme ça lorsqu'on décriminalise, qu'on ouvre plein de centres, puis qu'on dit on ne veut pas stigmatiser. L'approche est humainement louable, mais elle a des côtés pervers, je pense, puis Ouais. on est moins sensibilisé à ça. Fait que ça va être à surveiller ce qui se passe en Colombie-Britannique, ce qui se passe à Toronto. Et je soupçonne qu'avec les maires qu'on a, ça se peut bien qu'on en entende parler éventuellement au Ben oui. Québec. Ben, peut-être une petite dernière question avant qu'on se laisse. Tu dis que justement, le projet pilote, il dure 3 ans. Après le dit 3 ans, c'est-tu le gouvernement provincial du BC qui décide de renouveler ça ou de rendre ça plus loin ou c'est un peu le fédéral qui rentre là-dedans? C'est comment ça fonctionne? Le gouvernement de la Colombie-Britannique va faire ses constats et soit se montrer favorable à ce qu'on implante ça de façon permanente et demander à Santé Canada et à Ottawa qu'on rende ça permanent, ou soit s'opposer puis dire
il faut finalement mieux encadrer ou faire Ouais. différemment les choses. Mais chaque évolution de ce dossier-là est importante. Comme là, en ce moment, c'est déjà ramené à Ottawa pour un resserrement des règles. Donc, c'est intéressant qu'on n'ait pas attendu au moins la fin des 3 ans pour resserrer les règles si on se rend compte qu'il y a déjà des dérapages ou qu'il y a déjà des enjeux importants, là. Euh, Fait que je vous invite à. En tout cas, moi, je vais porter plus d'attention là-dessus, puis je vais aller chercher des articles puis des exemples parce que on n'est pas rendu à amener ça à la Chambre des communes à peine 1 an plus tard pour demander un resserrement des règles sans exemple flagrant de problématiques importantes. Regarde, écoute, on va surveiller ça, puis si ça se dégrade à chaque mois qui passe, on va savoir quelle décision il faut prendre. Mais malgré qu'il faut toujours être surpris que ces maires-là, des fois, ils voient quasiment une catastrophe arriver, puis ils pensent quasiment que c'est l'avenir, c'est le Saint-Esprit qui descend du ciel. Fait qu'il faut faire un petit, faut faire un petit peu attention pour les surveiller. Merci beaucoup, Jacinthe. Super Merci, intéressant. Joey. Écoute, on sort un peu des sentiers battus des fois en quittant un peu le Québec, mais c'est toujours intéressant aussi, puis aller sur différents sujets. Yes, on se parle la semaine prochaine. Prochaine, Bye. bye.